Bonjour à tous, amis de l'ARH. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme éveillé aux multiples casquettes, j'ai nommé Jonathan Goldfrapp. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Jonathan, tu es le directeur du développement des ressources humaines de Synergie. Alors j'explique Synergie ce que c'est, mais tu me corriges si je ne suis pas exhaustive. Alors Synergie, c'est un groupe qui est le leader français du recrutement, sur les métiers notamment du travail temporaire. Vous avez 50 ans d'existence, donc quand même, c'est pas une jeune start-up, ça pèse. Tout à fait. Et vous êtes présent dans pas loin d'une vingtaine de pays, je crois, et vous avez à peu près 5000 collaborateurs permanents, c'est ça ? À peu près, oui, c'est ça. Ouais, quand même. On est présent dans 19 pays. 19 pays, ok, oui. Et on est le 4e ou 5e groupe européen. Canon. Et du coup, c'est intéressant, on va revenir un petit peu plus loin, tu m'expliquais un petit peu la gamme de métiers de Synergie, c'est à la fois du coup de la chasse, la transition et du conseil pour C-Level, c'est bien ça ? Oui, en fait, on a plusieurs expertises avec plusieurs marques. On a Synergie Exécutive qui est donc de la transition et du recrutement de C-Level. Après, on a la Synergie un peu académie qui est plus du conseil et de l'expertise en formation pour accompagner des clients. Après, on a plus un cabinet de recrutement qui est SNU. Donc voilà, on a vraiment Synergy Search. On a plein de choses comme ça un peu. Très clair. Alors Jonathan, on va creuser un petit peu. Est-ce que tu peux me dire déjà, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit ? Ouais. Quand j'étais petit, alors ça dépend quel âge, mais quand j'étais petit, je voulais faire négociateur de prise d'otage. J'étais passionné par la négociation de manière générale et je trouvais que dans les situations, je regardais beaucoup de films comme ça un petit peu et c'est vrai que ça a toujours été, j'ai toujours été étonné par le sang-froid qu'il fallait, le côté un peu avec le microphone en essayant de négocier, le côté un peu psychologique du truc. Et je sais pas, il y avait un côté un peu adrénaline qui me paraissait hyper bien. Je regardais les films avec Bruce Willis au stage et tout ça. Voilà. On est à peu Exactement. près, je pense, de la même génération et on a vu ça. Ok, ça me parle. Donc là, c'est l'adrénaline, gestion du stress, gestion du conflit, finalement, qui te... Ouais. Et puis le côté un peu tu rentres dans la tête pour essayer de... J'aimais beaucoup ce côté-là. Et puis quelque part, il y avait un côté aussi sauveur à ce moment-là. Donc tu sauves la personne. Donc il y a quelque chose de... Donc il n'y a pas forcément des cursus évidents pour devenir négociateur de prise d'otage. Non, c'est vrai. Et en psycho, je m'en suis orienté un peu dessus. Mais oui, alors parce que tu vas nous raconter. Alors juste avant, du coup, quel type d'élève tu es à l'école ? Tu fais partie des... Très mauvais. Ah, t'es plutôt dans le fond de la classe Alors, je pense que élève, j'étais effectivement dans le fond de la classe. Et alors peut-être pas perturbateur, mais l'élève relou qui a des facilités et qui du coup ne fout rien et qui rêve. J'étais un rêveur. Et il y avait d'autres activités en dehors de l'école que tu faisais qui te bottaient plus ? Ah ouais, j'en faisais plein. Ouais, déjà j'aimais bien les sports de combat. Ah oui, tu faisais quoi ? Je fais du Viet Vo Dao, du Votua. Du quoi ? Du Viet Vo Dao. Qu'est-ce que c'est ? C'est un art martial vietnamien. Du Votua, pareil, de la boxe, du MMA à un moment. Ah oui, quand même. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que ça t'apprend, du coup, ces combats ? Enfin, ces sports de combat, justement. Déjà, les arts martiaux, je pense que ça apprend quand même d'abord à voir qu'il y a plus fort que soi. C'est toujours intéressant. À prendre confiance en soi. Moi, j'étais assez petit en taille. J'étais très petit pendant assez longtemps. Je faisais genre, je sais pas, 1m45 à 15 ans, quoi, tu vois. Donc, le truc où les garçons grandissent vite après. Et donc, du coup, je pense que voilà, ça m'apprenait. Et t'as pas peur à cette époque de monter sur le ring, te défier à plus fort que toi ? Tu te dis, non. je suis une tête brûlée, j'y vais. Ouais, j'ai toujours été un peu guerrier dans ce Guerrier dans côté-là. le spirit. Ouais. Oh. Et du coup, tu enchaînes plusieurs typologies d'arts martiaux. Qu'est-ce qui t'intéressait ? Pourquoi tu voulais creuser des disciplines un peu différentes ? Et j'aime bien le côté aussi déjà complémentaire, c'est-à-dire que t'en as où c'est un peu plus sur les prises, sur les clés, enfin tu vois, attraper les mains, attraper les bras et faire des choses comme ça. Après t'en as d'autres qui sont beaucoup plus sur le contact, un peu plus violent, plus utile aussi dans la rue, enfin des choses comme ça. Moi j'ai grandi dans les quartiers entre guillemets, j'ai grandi à Vitry, à Saint-Ouen, à Saint-Denis, Gagny, tout ça. Et donc forcément, t'es confronté constamment à la violence et ça me permet aussi de m'en servir. Bien sûr. Donc, ok. Et alors, du coup, je reviens un petit peu à ton point de départ qui était ok. T'es impressionné par les métiers, du coup, de négociateur de prise d'otage, l'adrénaline, la dimension aussi psychologique. Ouais. Et justement, tu vas dire, ok, à la fin de ton bac en poche, tu te lances dans l'étude de psycho. Ouais. Quel était le point de départ ? Est-ce que tu as eu un parent qui t'a orienté sur ça ? Est-ce que c'est un professeur qui t'a dit, vas-y, Jérémy, je sens que
Enfin, Jonathan, excuse-moi. Est-ce qu'on t'a dit, tiens, il y a une influence en fait familiale ou... Ah, en vrai, c'est pas exactement ça. En fait, j'ai pas fait psycho juste après mon bac. Parce que j'ai fait, en gros, moi, j'ai fait à peu près 10 ans de brasserie. Donc, où je travaillais sur le terrain parce que du coup, il fallait que je paye un appart, tout ça. Et je travaillais, donc j'ai fait la restauration, j'ai fait du McDo, j'ai fait de la brasserie République. Enfin, voilà, j'ai fait 10 ans de terrain comme ça, où j'ai fait employé, puis après leader de rang, enfin, tous ces trucs-là. Et, et en fait, euh, pendant ce temps de travail, je travaille la nuit essentiellement, j'étais au cours Florent. Donc j'avais vu une émission sur Canal+ qui s'appelait Classe Libre et je me suis dit ça a l'air sympa et donc j'étais parti au cours Florent pour m'amuser un peu parce que la fac c'était pas fait pour moi. Après mon bac j'étais plutôt dans une dynamique de je sais pas suivre les potes et ça a pas été ça quoi la fac. Je manquais de maturité. Et donc du coup, j'ai fait ça à les cours Florent. Et c'est en fait en travaillant les personnages dans les cours Florent que tu commences à réfléchir à leur psychologie, tu t'analyses un peu pour pouvoir interpréter et jouer correctement. Tu t'essayes de comprendre comment ils sont. Et en fait, c'est petit à petit, à force de me questionner sur les gens, je me suis dit en fait, en réalité, c'est ce que je fais naturellement depuis assez longtemps et autant faire une vraie formation scientifique sur le sujet. Mais attends, je reviens un peu sur ces 10 années. Alors, parce que tu vois, tu as été dans l'univers de la brasserie, restauration. Mm. C'est un milieu qui est très dur, qui est crevant, avec des rythmes vraiment où tu bosses tout le temps. Tu as le sens du client, tu as la pression de grosses journées, tu vis pas en même temps que tout le monde. Et en plus, tu dis cours Florent, tu as vécu ça comment, toute cette période? Ça devait être un tourbillon incroyable. Ouais, bon, alors moi je l'ai pas vécu comme un métier difficile parce que franchement c'était vraiment c'est une expérience alors que je sais pas si tout le monde mais que je souhaite à tout le monde parce qu'en vrai c'est effectivement en même temps t'es confronté à toi-même parce que quand il y a la pression du service il y a un rush qui est dingue et donc il faut satisfaire tout le monde mais ça t'apprend à prendre du recul. Je m'en sers beaucoup en management aujourd'hui, j'appelle ça l'effet serveur. En gros quand t'es vraiment la tête dans le guidon avec plein de sujets, soit t'as le serveur, il est au milieu du rang et puis il se fait attraper par les clients, par le patron qui gueule et tout ça parce que justement les choses sont en retard, et t'as le serveur qui se met un peu au-dessus de son rang, tu vois, un peu en dehors et qui regarde et qui dit ah tiens cette table elle a besoin de ça, cette table a besoin de ça, et donc du coup t'apprends vachement à organiser et puis finalement tu te rends compte que c'est pas si le bordel que ça. Donc en fait, c'est vraiment une super expérience. Et puis en plus, il y a des personnalités qui sont dingues là-dedans. Moi, je travaillais à la République, donc j'avais tous ceux qui sortaient des théâtres à 3h, 2h du mat, et on rigolait, tu vois. Et puis tu restais dans le resto avec les collègues, et donc tu Vivais les tranches de buvais. vie, quoi. Ouais. C'est vraiment cool. C'était c'était super moment. Moi, je l'ai pas vécu difficilement. Je prenais mon service à 17h, je finissais, il était 2h du mat. Après, t'as l'arrangement avec les collègues. Ouais, Tu rentres chez toi à tu termines 3-4 heures. 3-4 heures, voilà. Et puis Mm. t'enquilles avec la journée au cours Florent. Ouais. Après ça, moi, j'ai jamais eu besoin de sommeil, donc ça aide. Ah, est-ce que tu es comme un certain Premier ministre à dormir que 4-5 heures par nuit ou... Ouais. Non, c'est vrai? Oh, la chance! Moi, si j'ai pas 8 heures, c'est impossible. Ah non, non, c'est vraiment, vraiment une grosse, grosse chance. Et du coup, c'est à ce moment-là, donc tu t'inities un peu au théâtre et tu te dis quoi? Tu te dis: «OK, je vais pas forcément suivre mon goût pour, le théâtre et aller, brûler les planches, mais j'ai plutôt du coup, formalisé des études dans le Ouais. domaine de la psychologie». C'est à ce moment-là? Ouais, parce que le monde des cours Florent, c'est hyper intéressant, c'est sympa, tu rencontres plein de personnalités. Mais d'un autre côté, c'est très, enfin, c'est pas que c'est compétitif, mais tu vois, les castings et tout ça, C'est terrible comme c'est monde. du réseau et tout ça. Et moi, j'étais plus dans une logique, la vie bohème que la vie où tu essaies de choper des castings et tout ça. C'était pas trop mon délire. Et donc, du coup, effectivement, j'ai fini les cours Florent. Et puis après ça, en plus, il faut du temps. C'est-à-dire, tu sais, il faut du temps pour répéter, pour faire partie des trucs. Alors, je suis parti à Avignon, j'ai fait des trucs comme ça, mais il faut vraiment beaucoup de temps pour répéter. Et moi, comme je travaillais à côté, j'avais pas autant de temps que les autres. Donc, Bien sûr. forcément, C'est un luxe, on l'oublie souvent pour ces étudiants qui sont au cours Florent. ouais, Tu as ceux dont les cours sont payés oui, par oui, les parents et tu as la ceux qui doivent majorité. bosser et c'est exactement, c'est des écoles qui coûtent cher Ouais, et ensuite, quand c'est pas le cas, tu dois enquiller sur les services ou autres exactement. et puis au final, c'est un luxe de courir le temps de faire des castings, de se dire que ça peut prendre 2, 3, 4 ans avant de marcher. Ah, Tout le monde ne peut pas, quoi. ouais, et puis il faut avoir l'intérêt, la passion Et le pour. feu Ouais. sacré, quoi. Et donc, du coup, après, effectivement, j'ai repris des études de psycho. J'ai recommencé en licence, enfin, c'était la première année, j'ai fait les 5 ans. Donc, je suis officiellement psychologue clinicien. Oh, ça claque. Attends, est-ce que tu as une plaque ou quelque chose comme ça? Tu t'es pas mis sur ton Non, bureau, non, non, j'ai pas de plaque. Mais j'ai officié en tant que psychologue clinicien pendant un petit peu de temps, ouais. C'est pas vrai, tu as voulu exercer? Ouais. Bah oui, Tu t'es mis forcément, vu que j'avais le master en poche, je me tout de suis dit, suite, bon, OK. tu fais tes stages en plus. Moi, j'étais beaucoup en addicto, en urgence psychiatrique, donc il y avait pas mal d'éléments qui étaient assez sympas. Et en fait, si tu veux, moi, j'ai
une espèce de vision habituelle dans la vie. C'est un peu une horloge, tu vois. J'adore regarder. Je vois les choses un peu comme des engrenages et il y a des choses qui vont pas et j'arrive à les savoir ce qui va pas assez rapidement. Je m'attarde pas assez sur ce qui va bien, mais souvent ce qui va pas. Et du coup, c'est vrai que en fait, la psycho, c'est un peu ça, quoi. Tu t'essayes de mettre le doigt sur ce qui va pas pour essayer de le réparer quelque part. Et du coup, tu fais 5 ans d'études, tu exerces en plus. Et qu'est-ce qui t'a marqué durant ces études? Est-ce que tu as eu des moments un peu révélation où tu te dis ah waouh, je découvre un concept, un truc, un penseur? Ouais, de fou. Moi, j'ai adoré les 3 premières années. Alors souvent, c'est les premières années qui servent à sélectionner, et après, c'est très pratico-pratique. Mais les 3 premières années, t'apprends l'histoire de la psycho, t'apprends les baquets de Mesmer, t'apprends toutes les logiques de psychologie sociale avec les expériences de Zimbardo, de Milgram, de tout ça. Et c'est passionnant parce qu'en fait, moi, je suis passionné, toi, tout ce qui est un peu alchimie, ancien temps, heroic fantasy. Et donc, c'est vrai que cette approche de l'histoire de la psychologie avec l'hystérie à l'époque et tout, c'est vraiment ce côté un peu mystique quelque part de la psychologie qui m'a vraiment, vraiment très, très intéressé. Et puis après, en M1, M2, t'as plus des logiques, beaucoup plus les tableaux psychopathologiques, comment t'arrives à diagnostiquer les trucs et tout. Donc, c'est un peu moins rêveur, plus appliqué, quoi. Très clair. Et donc, tu exerces pendant un temps. Ouais, j'ai exercé pendant 6-7 mois, un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? D'abord que c'est très dur de trouver un travail en psychologie quand t'es pas en psychologue. Souvent, les hommes ont plus de facilité à trouver travail parce qu'il y a beaucoup de femmes en psycho. On se rend pas compte à quel point l'égalité homme-femme, elle est pas répartie dans ce truc-là. Mais en vrai, j'apprends. T'apprends les parcours de vie parce que tu rencontres toutes sortes de personnes en plus dans des situations un peu de détresse. Tu comprends aussi les mécanismes spirales qui font que t'es entraîné dans telle ou telle soit addiction, soit pathologie. T'apprends aussi les déterminismes d'enfants et tout ça. Et puis tu vis des trucs un peu lourds, tu vois. Il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont abusés. Enfin, tu vois, t'as des choses comme ça aussi. Et du coup, en fait, il y avait vraiment un sujet sur le fait que moi, j'étais plus passionné par comprendre, par essayer de découvrir et de comprendre ce qui fonctionnait pas, que par le soin. Et donc, je me suis dit qu'à un moment, c'était pas hyper bienveillant ou quelque chose comme ça, de pas vouloir forcément soigner, mais juste vouloir comprendre. C'était un peu égoïste. Donc, je me suis dit, je ferais pas un bon psy, donc j'ai arrêté. Enfin, j'ai stoppé l'activité. Et du coup, tu as été vers une voie qui était celle du recrutement ensuite, un peu plus tard. Ouais, en fait, j'étais dans les ressources humaines parce qu'en parallèle, comme je bossais sur le terrain, en fait, je faisais du recrutement, je faisais de la formation, j'aidais mon patron à faire des démarches RH. Donc, quelque part, je baigne dans les ressources humaines aussi depuis que j'ai 20 ans, quoi. Parce que j'ai fait 5 ans chez McDo. Et chez McDo, tu t'es équipier, puis après tu formes, puis tu recrutes, et puis tu manages et tout ça. Et donc, des écoles costauds. Très bonnes écoles. Et donc, du coup, les RH, j'en avais déjà un petit peu. Et puis, en plus, la psycho, c'est lié aux ressources humaines. Donc, clairement. Et j'ai fait cette petite passerelle avec une alternance, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu apprends dans les métiers du recrutement? Parce que du coup, tu vois des tonnes de CV, il faut sentir très vite, rien qu'à une lecture de CV. Et ensuite, quand tu reçois candidat, il faut savoir est-ce que ça a fité avec le job, la culture. Ouais, Tes compétences quand même particulières. Hein. Il y a déjà beaucoup de pragmatisme quand tu analyses le CV. C'est-à-dire que au lieu d'analyser, après c'est au début, maintenant ça a changé, mais tu analyses d'abord les trous, tu analyses les changements, les durées, tu analyses parfois avant les hobbies, la cohérence de la chose. Et tu vois, c'est plus que en soi le contenu, tu analyses plus c'est pas chaque expérience. L'histoire, c'est finalement. vraiment l'histoire, voilà. C'est quelle est la personnalité derrière le CV. Et ça, tu le vois en général à travers le papier, quand même, mine de rien. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Parfois, on dit encore, est-ce que le CV, ça sert à quelque chose? Tu arrives à décrypter un petit peu, sentir les... Ouais, je pense que le CV, ça sert à quelque chose aujourd'hui. De toute façon, c'est la clé d'entrée de tous les ATS. Alors, bien sûr, tu peux mettre qu'un adresse mail, et puis après, mais en vrai, quand tu regardes en plus, tous les gens qui recrutent, la chose qu'ils demandent, c'est des CV à chaque fois. Les lettres de motivation encore? Non, pas du tout. Ouais. Non, franchement pas. Déjà, moi, à l'époque, ça me saoulait d'en écrire. C'est terrible. Ouais. Je les lisais jamais. Enfin, en tant que recruteur, je les ai jamais lus, faut être honnête. Et puis, en plus, à travers une lettre de motivation, tu ressens rien. Ouais. Non, ouais. Et du coup, tu vas ensuite poursuivre dans le recrutement, mais dans le monde de la distribution. Donc là, le monde de la distribution, tu tombes dans le grand bain, Monoprix, Casino, enfin des grandes marques de distri. On peut parler un petit peu de la culture du monde de la distri, parce que c'est quand même un monde à part, avec des codes assez tough, quoi. Carrément.
Non, ce qui est intéressant, alors, franchement, quand tu viens de la restauration, la distrie, Ça passe. ça passe crème en fait. C'est un peu des. Alors c'est pas non, c'est pas des bisounours, mais si tu veux, quand la resto c'est assez dur finalement. La brasserie, tout ça, c'est quand même assez. Et puis t'es souvent confronté aux clients qui aussi sont parfois ont des Il y a des exigences, coups de mais gueule, il y a des. voilà. Mais quand tu passes dans la distrie, c'est un autre phénomène. Ils sont attachants en fait. C'est vraiment c'est ce mot-là. C'est des bougons, mais quand tu te mets à parler le même langage qu'eux, bah t'es vite reconnu comme tu vois un peu faire partie du clan quoi. Et ils sont adorables en vrai. Enfin, il y a beaucoup de. Moi, je me rappelle, j'étais alternant. Je devais aller. On avait créé un projet chez Monoprix qui s'appelle la Passerelle des Talents, qui était un espèce de centre de services partagés, les premiers quelque part un peu. Et il fallait aller dire. Moi, j'avais quoi? J'avais je sais pas. Parce que je reprenais les études, j'avais 26 ans, je pense. 26 ans. Et je devais aller leur dire un peu comment finalement moi j'allais mieux recruter qu'eux. Alors qu'eux ils faisaient ça dans leur magasin depuis, je sais pas, Facile. 25, tu vois. Et donc, tu vois, t'as ce côté un peu genre, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre, le minot, quoi, tu vois. Et donc là, c'est frontal, ça se fight bien, tu vois, mais c'est transparent, c'est honnête, c'est Il n'y a direct. pas de combat, quoi. Non, non, pas trop. En tout cas, pas à ce niveau-là. Et donc, ouais, c'est intéressant, c'est une culture du terrain, quoi. C'est une culture du carrelage, comme on dit. Et du coup, c'est des gens qui sont vrais. En plus, la distrie, généralement, t'y atterris. T'y vas pas par vocation. Personne n'est passionné par les petits pois. Enfin, faut arrêter. Mais tu vois, t'y vas par vraiment vocation. Enfin, tu vois, t'y vas par atterrissage parce que t'as pas trouvé forcément au début autre chose. En tout cas, dans les débuts. Puis c'est aussi tes premiers emplois en tant comment dire, quand t'es étudiant. Que ce soit la resto, soit la distrie. Tu fais des jobs d'été, Voilà, tu vas c'est faire ça. du rayonnage, Et complètement. après, tu te rends compte que tu vois, tu deviens piqué et tu fais carrière parce qu'il y a des choses, il y a des valeurs, il y a des choses qui sont hyper intéressantes. Et c'est ça, moi, qui me marque dans cet univers. Tu vois, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient passionnés. Alors, ça peut être pour des cultures différentes, Carrefour, Mousquetaire ou autre. Tu fais carrière. En fait, c'est des boîtes, si t'es jeune, que t'es débrouillard, on te passe tes responsabilités vite, De fou, ouais. tu vois. C'est un ascenseur social Ouais. impressionnant. Et alors toi, ce qui est intéressant, c'est que tu débutes du coup par vraiment la lunette du recrutement, mais petit à petit, en fait, tu vas élargir du recrutement, en plus la formation, en plus du coup le digital RH Mm. au sein de Franprix. C'est un peu la ligne où petit à petit, tu pars d'un segment et hop, on te fait confiance et on élargit ton périmètre. Alors, je pense qu'il y a les deux. Il y a le fait qu'on me fasse confiance, il y a des bons résultats, mais il y a aussi le fait que je pense qu'à un moment, quand tu as quelqu'un qui peut faire deux, trois trucs en même temps, ça t'évite d'embaucher trois personnes et tu saisis l'opportunité pour te dire, en fait, s'il y arrive, autant pas embaucher, quoi, tu vois. Il y a peu de boîtes finalement, je pense, qui se disent non, mais Calcul on va quand économique, même quoi. prendre trois personnes différentes pour faire le taf, ou alors il faut vraiment avoir beaucoup de budget. Et souvent, j'ai bénéficié de ces choses-là. Comme je suis quelqu'un qui en demande toujours plus, qui est assez insatiable sur beaucoup de sujets, du coup, franchement, je pense que ça aide, tu vois. Mais c'est toi qui as été chercher du coup la formation, parce que là, on te Ah, pas du confie. tout. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé qu'en fait, quand je suis arrivé chez Franprix, j'ai pris la direction du recrutement où il fallait créer un service et tout ça. Et 6 mois plus tard, ma DRH de l'époque, en fait, voulait faire une petite réorganisation. Et il y avait une personne qui était à la formation. Et en fait, cette personne-là était partie sur d'autres fonctions. Donc la formation s'est libérée, elle était toute seule. Et la question, c'était est-ce qu'on reprend une personne pour gérer la formation ou alors on la file à Jonathan qui peut Qui est là. être intéressé. Voilà. Et c'est vrai que moi, je monte des appétences RH un peu, tu vois, je suis curieux. Et il y avait déjà quelques passerelles, et donc on m'a proposé, je dis bah oui, ça peut être hyper intéressant, mais c'est vrai que j'en avais jamais fait. Et alors, comment ça se passe? Parce que du coup, Franprix, donc, pour situer, hein, c'est filiale du groupe Casino. Mm. Comment se passe la formation dans un grand groupe de distri? Tout se fait par du coup mobile, téléphone, parce qu'on se dit, ok, les gens ont peu de temps. Est-ce que c'est par... Bah, théoriquement, oui, à l'époque, tu as une difficulté à accéder à la formation pour la plupart des collaborateurs. Pour autant, je pense que ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que nous, on avait une culture du présentiel assez forte à l'époque, et on a cherché des solutions pour arriver à démocratiser la formation et arriver à amener la formation au pied des collaborateurs plutôt que faire venir les collaborateurs. Et donc c'est comme ça qu'on a aussi créé différents dispositifs qui ont permis effectivement d'arriver à former les collaborateurs, même parce que le e-learning,
et je devrais pas te dire ça à toi, mais Attention, l'e-learning attention. dans cette, sur cette population, c'est plus difficile. Bah, c'est un vrai sujet, tu vois. Alors on dit parfois les frontline workers, les blue collar en usine. Enfin, c'est des populations de terrain qui sont pas, on les oublie trop souvent, qui sont pas en siège avec un ordinateur, tu vois, comme ça, ils sont difficiles à adresser parce qu'ils sont accaparés. Voilà, quand t'es à la caisse ou tu vas faire ton rayon, non, t'as pas le temps de te taper Ouais, un c'est MOOC pas, de 10 heures, quoi. c'est pas du tout une question en plus de compétences comme ça pourrait être dit. C'est vraiment une question même de fracture numérique. Hein. Il y en a qui sont très bons en Qui digital. sont geeks, bien sûr. C'est juste le temps. Oui. Le temps. Ouais. Et là, ensuite, tu vas être happé pour un monde assez différent, qui est du coup celui plutôt du conseil, du recrutement, chez Synergie. Comment se fait ce saut? Alors, On le vient te saut, chercher, ouais, effectivement. Donc, du coup, une fois que j'ai quitté, enfin, que j'avais pris la décision de quitter le groupe, parce que j'avais fait le tour, et puis à un moment, si tu veux, dans les entreprises, moi, je compare un peu les entreprises à des personnes, tu vois, et t'as des phases de maturation, t'es ado, t'es bébé, enfin, tu vois, tu grandis et tout ça, et t'as besoin de certaines personnes à certaines phases, et à d'autres phases, bah, t'as moins besoin. Et donc, c'est vrai que moi, je suis bon dans la création, dans le défrichage, dans la page blanche, et quand ça devient du run, je suis pas mauvais, mais je m'éclate pas. Donc, et je pense que ça se sent quand quelqu'un est pas animé et a pas le feu, comme je peux l'avoir quand je crée. Et donc, forcément, effectivement, je cherchais à partir. Mais ça, c'est quelque chose que tu dis qui est super important. C'est important de se connaître, de se dire, OK, c'est quoi vraiment mon kiff? Est-ce que je suis plutôt bon en début de projet? Et tu vois, t'as ce côté un peu early adopter, à vouloir tester. Exactement. On sent un côté curieux et innovant. Et on a besoin, mais aussi, t'as d'autres phases de projet où tu as plutôt besoin de gens qui vont industrialiser, processer, piloter, et c'est complètement d'autres compétences. Mais tant que tu t'es pas dit OK et t'as pas eu un regard assez lucide, tu seras pas le meilleur dans ton job, quoi. Exactement. Et je pense que moi, c'est pour ça que si maintenant je m'entoure de personnes qui sont bonnes dans le run dans mon équipe, comme ça, on crée ensemble au concret et tout. Et puis après, le run, c'est plutôt eux qui s'en chargent. Bien sûr, tu gardes un œil dessus, mais donc voilà. Et puis après, donc du coup, c'est vrai que ce côté-là, moi, j'ai cherché à partir un petit peu. Et puis, en fait, c'est venu plus par opportunité. Il se trouve que, pour l'histoire, j'avais gagné un trophée avec on appelle ça un dispositif qu'on avait mis en place avec Emmaüs Défi à l'époque chez Franprix qui permettait de travailler avec des personnes de grande précarité qu'on embauchait chez nous, chez Franprix. Et en fait, c'était au moment du Spring d'ailleurs. Synergie était qu'on appelle ça, le sponsor du concours. Et je pense que ça s'est fait un peu comme ça. Super initiative. Attends, juste on s'arrête 2 secondes. Le principe, c'était tu t'associais du coup avec Emmaüs pour avoir un partenariat. Eux venaient sourcer du coup des populations. C'était quel profil? SDF, décroché? C'est même pas du sourcing en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des chantiers d'insertion au sein d'Emmaüs Défi. Et en fait, ces personnes-là travaillent à peu près 25 heures par semaine dans le chantier d'insertion. Et ce qui se passe, c'est que nous, ce qu'on a proposé, c'est un dispositif de passerelle où finalement, ils travaillaient toujours dans le chantier d'insertion, ce qui leur donnait une sécurité, ce qui leur donnait le côté ainsi, et puis l'accompagnement qui est important parce que c'est des gens qui sont quand même... il y a beaucoup de comorbidités sur d'autres sujets. Et donc, du coup, ils faisaient 5 heures chez Franprix le premier mois, et puis après, on faisait des bilans pour voir s'ils pouvaient faire 8 heures. Sachant qu'à la fin, l'idée, c'était qu'ils soient à 35 heures. Et puis dès le début, ils étaient en CDI. Et donc en fait, on créait comme ça une bascule. Et on a embauché après une 50aine de personnes comme ça. Et on a CDIsé, je sais plus exactement les chiffres, mais en temps complet, après 10, 11. Super initiative. Et donc, on nous avait demandé de candidater par rapport à cette initiative-là. Et c'est vrai que quand j'ai candidaté, il y avait Synergie qui était présent. Et puis après, c'est vrai que plus tard, ça a été, Synergie m'a approché pour échanger. Et le projet en lui-même était dingue et hyper intéressant. Donc, du coup, j'ai dit oui. Tu peux nous raconter justement un peu quel était le projet? En fait, le projet Synergie, c'est un groupe qui a à peu près, on a dit qu'il y a 50 ans, qui a été géré d'une certaine façon pendant très très longtemps, comme un peu beaucoup de boîtes d'intérim. Elles ont grandi avec cette culture un peu de la très grande proximité, un peu comment dire, de la petite agence, en fait, plein de petites agences qui s'assemblent et au final qui forment un groupe général, mais sans jamais avoir eu cette logique uniformisation de groupe, harmonisation. Et donc du coup, c'est un peu du fait maison en fait. Donc sur beaucoup de sujets. Et là, avec le changement de gouvernance,
Il y a eu une vraie volonté d'abord de ce développement, puisque l'idée c'est quand même de se développer de manière assez massive sur beaucoup de verticales différentes en termes de marques, et également travailler avec l'international, beaucoup cranter sur ce côté-là avec des acquisitions, et aussi à structurer du coup l'ensemble de la direction des ressources humaines interne au groupe, quoi. Et ça qui était hyper intéressant parce que mon poste est une création de poste sur toutes les stratégies à mettre en place. Donc une stratégie recrutement qui n'existait pas, une stratégie e-learning qui existait mais qui mérite aussi des aménagements et peut-être passer à un cran, une stratégie gestion de talent carrière aussi à mettre en place, toute une logique autour de la marque employeur parce que Synergie est peu connue en fait finalement. Alors déjà peu connue en termes d'employeur au sein de l'intérim et du travail temporaire, mais également à l'extérieur pour véhiculer une belle image du travail temporaire. C'est pas non plus hyper sexy le travail temporaire, on va pas se mentir. Beaucoup de gens l'associent à la précarité, c'est un peu comme la distrie il y a 10 ans, quoi, en fait. Donc il y a un côté un peu, tu vois, essayer de travailler sur ça, quoi. Donc du coup, tu arrives à une période un peu charnière, puisque du coup, il faut l'expliquer pour ceux qui connaissent pas forcément le monde du recrutement. C'est un monde avec une constellation de tout petits acteurs qu'on peut voir parfois qui ont un pas de rue, un pas de porte, tu vois, avec une petite boutique. Et ces dernières années, il y a une concentration un peu du secteur, des regroupements de plusieurs acteurs. Exactement, ouais. Il y a eu pas mal de Mais rachats. tu as soit les groupes qui restent un peu à la papa, faut caricaturer, être un peu, un peu old school, qui sont un peu voilà, vintage, et tu as ceux qui commencent à prendre le virage, à mettre plus de tech, Exactement. glamouriser aussi, ont compris qu'il y avait un enjeu aussi de, comme tu le dis, on est sur des marchés où l'image est importante et pour se différencier lorsqu'on propose la même chose tous, Voilà. faut miser sur la sexiness, ce genre de choses. Ouais, et puis en plus, il faut le démocratiser parce que c'est vrai que peu de gens sachent que dans le travail temporaire, tu as une possibilité de découvrir des tas de métiers. C'est-à-dire que quand tu es chargé de recrutement en agence, tu t'es confronté à des milliers de métiers. Et donc, du coup, tu peux aussi te faire un panel de, finalement, un peu orientation. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te plaît moins? Tu te fais un réseau de fous parce que tu es en contact avec plein de gens, plein de décideurs aussi qui doivent te passer des commandes. Donc, tu fais un joli réseau. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça et qui sont très positives, mais qu'on met pas suffisamment en avant dans le travail temporaire. Mais là, du coup, ton challenge, il est complètement différent parce que quelque part, quand tu as intégré Franprix, tu as grandi un peu avec la trajectoire de Franprix, tu montes les échelons petit à petit, ton périmètre s'élargit. Mais là, boum, tu arrives chez Synergie, tu es sur un poste stratégique, tu as une feuille de route. Bon, tu pas cet historique de 5 ans chez Franprix où tu arrives, tu connais tout le monde. Comment tu fais pour construire un peu ta feuille de route et te dire, OK, je vais adresser le recrutement, la formation, la marque employeur. Comment tu t'organises et comment t'es pas submergé? Bah, déjà, enfin moi, encore cette histoire de vision d'horloge, je regarde. Je regarde beaucoup, je discute beaucoup. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de s'inspirer de ceux qui font et de ceux qui sont, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont la clé, ceux qui savent comment ça se passe, c'est ceux qui sont dans les agences, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont à gérer les agences, à gérer les régions. Et donc, en fait, je discute énormément avec eux. J'ai fait des tours de France pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai observé. Et une fois que tu as récupéré un peu une espèce de masse de pain point qu'il y a sur ces sujets-là, bah, t'établis une trajectoire pour te dire, bah tiens, un peu comme les startups en fait, il faut adresser telle problématique et de telle façon pour apporter une réponse. Et ça, après, tu la confrontes, alors bien évidemment avec l'aval de la direction, du président, du DRH Group, du DIRCO, mais surtout, tu la confrontes parce que tu as fait alors c'est pas que tu as fait des promesses, mais en venant et en écoutant, tu crées des attentes. Et donc après, il faut derrière aller Délivrer. montrer aux personnes qui t'ont confié leur ressenti, qu'est-ce que tu vas mettre en place et qu'est-ce que tu as fait de ça. Et donc on a fait beaucoup de focus group, beaucoup d'ateliers de travail. Par exemple, pour la refonte de la stratégie de formation qu'on a mis en place, on a fait 7 ateliers de travail sur les différentes verticales de la formation. Sur le recrutement, c'est un peu pareil. Et en fait, tu prends des panels représentatifs et t'échanges. Et c'est ça qui crée, je pense, toute la dynamique et qui crée aussi l'adhésion parce que les gens sont entendus, ce qui n'était peut-être pas le cas forcément avant. Et non seulement ils sont entendus, mais il y a des plans d'action qui sont mis en place derrière qui répondent à leurs attentes. C'est là où ce que je dis d'important, c'est-à-dire que c'est bien d'écouter, mais derrière, il faut délivrer. Ouais. Sinon, c'est là où il y a la déception. Tu t'étais mis genre un plan, parce que tu avais fait la méthode des 100 jours.
façon Emmanuel Macron, ou tu t'étais Non. dit, ok, je me laisse un peu plus parce que je vais pas non plus être dans un jus. Non, alors moi je suis pas connu non plus pour ma patience, mais je suis en général, j'essaie d'adresser avec pragmatisme des choses assez. Je pense que t'as différentes choses. T'as des stratégies qui sont à faire sur le long cours. Genre, je sais pas, par exemple, quand on parle de la stratégie talent, imaginez que dans 4 ans, t'aies créé une académie de formation avec des parcours, des filières, et que tous tes managers ou tous tes collaborateurs aient un parcours individualisé. C'est un objectif au long cours. Maintenant, faire une 9box, c'est un objectif plus court terme. Donc en fait, tu vas avoir c'est comme ça que je fonctionne, mais tu as tes stratégies un peu court, moyen terme, et puis après tu as des milestones ou des quick wins finalement que tu arrives à mettre en place et qui te permettent voilà, une stratégie des petits pas, quoi, des petits jalons. Et du coup, dans ce contexte, il y a quand même un élément qui est clé, c'est l'équipe, ton équipe. Est-ce que tu as eu les coups des franges pour te dire, ok, je vais choper des gens un peu à droite à gauche? Est-ce que tu pars avec un existant et tu recomposes? Ouais, je pars avec un gros existant, ouais. Il y a une grosse ancienneté chez Synergie. Une fidélité, peu de turnover? Alors, il y a très peu de... Alors, si, il y a beaucoup de turnover sur une nouvelle génération. Je dis pas les jeunes, Oui, c'est pas ça, oui. mais les générations qui arrivent dans l'intérim depuis 2 ans, 3 ans, dans le travail temporaire. Et par contre, tu as ceux qui étaient là historiques depuis le groupe et qui ont 15, 20 ans d'ancienneté. Ça, il y en a beaucoup. Et ne serait-ce que dans mon équipe, ils sont 3, ça fait 24 ans qu'ils travaillent ensemble sur l'équipe formation, 24 ou 23. Donc ça veut dire que déjà, tu as un existant et puis tu as aussi une espèce de culture de l'applicatif. C'est-à-dire vraiment le côté j'applique et je pose pas de questions en fait. Et donc moi, je suis pas du tout comme ça. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... choc des cultures où moi j'essaie de les faire bouger sur ok, maintenant réfléchissez à ce que vous voulez pour demain. Et eux, ils attendent un peu qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour demain. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, moi, j'apprends beaucoup grâce à eux parce c'est intéressant de faire bouger des gens qui ont envie, mais qui, depuis 15 ans, sont carcanisés. Je sais pas si ça existe, mais ils sont placés dans un carcan. Et voilà. Donc, oui, j'avais un existant sur le recrutement, j'avais un existant sur la formation. Et après, on amène aussi du sang neuf pour essayer de faire un beau mélange, quoi. Et du coup, donc, tu t'appuies sur une partie du coup de tes équipes qui est assez ancienne, qui dispose, j'imagine, de beaucoup d'expérience, de savoir sur les années passées. En même temps, du coup, du sang neuf. Tu as eu cette stratégie très collaborative pour associer un maximum de gens. Et du coup, là, quelle est ta vision, ou quels sont les sujets sur lesquels tu dis, ok, là tout à l'heure, tu parlais de marque employeur et on se le disait, tu es sur un secteur où c'est clé pour te différencier lorsque tu vends le même service. Est-ce que tu te dis, tu as déjà des pistes, des idées, où tu te dis, ça, je veux aller plus loin, je veux faire plus fort, ou je veux faire mieux que les autres? En fait, déjà, moi, je trouve que ce qui est intéressant dans cette logique ancienneté, je pense que c'est important de prendre des gens du terrain et les faire évoluer vers des fonctions peut-être un peu plus Fonction centrale, support. quoi, ouais. D'accord ? C'est pour ça que moi, j'ai pris, par exemple, dans le recrutement, pour recruter des collaborateurs permanents, j'ai pris des gens qui venaient du terrain, en agence, parce qu'il y a qu'eux qui savent faire vraiment le métier tel qu'on l'attend. Si je prends un recruteur qui est spécialisé dans la tech, ok, les compétences, elles sont transférables, mais il y a un moment, ça se limite, quoi. Donc, je pense que ça, c'est important. Et dans la marque employeur, ça joue beaucoup. C'est-à-dire, les meilleurs, on l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, hein, mais les meilleurs ambassadeurs sont tes collaborateurs. Mais moi, j'ai une dynamique sur la marque employeur, c'est fait pour tes collaborateurs et tes collaborateurs parleront de ce que tu fais. Donc, je pense qu'avant effectivement, d'adresser une vraie stratégie marque employeur d'activation externe, de communication externe, il faut mettre en place beaucoup de choses pour eux, pour qu'après ils aient envie d'expliquer, de parler de ce qui est fait, en fait, de parler vrai, en fait, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et oui, j'ai envie, bien évidemment, qu'on soit demain le Burger King du travail temporaire. C'est logique. C'est tout ce que je te souhaite. Ben oui, mais c'est logique parce qu'il y a un côté... je pense que quand tu pars de loin, si tu montes doucement, mais en fait, c'est comme quand... tu vois, moi j'ai 2 filles, c'est comme quand tu passes ton temps avec eux, tu les vois pas grandir et à un moment tu te retournes, tu fais elles sont grandes. Alors que si tu les revois 10 ans plus tard, mais je ne dis pas qu'il faut abandonner ses enfants, mais tu te dis ah putain, elle a grandi. C'était le conseil de ce podcast. Tu vois, elle a grandi. Donc je pense qu'il y a ce sujet-là. Nous, ça fait 50 ans qu'on existe.
on est présent, mais en marque employeur, on n'est pas vraiment existant. Donc demain, si on fait un truc un peu costaud, là, waouh, tu vois. J'ai un exemple, tu vois, c'est idiot, mais là, il y a à peu près 4 mois, je crois, on a été audité par Capital pour savoir si on était un employeur de référence. Tu vois. Et moi, j'ai hésité un peu à communiquer dessus, mais et finalement, on a été classé premier. Donc, alors Bravo. qu'on était absent des classements depuis peut-être 10 ans, je sais pas, quelque chose La comme ça. remontada, quoi. Ouais, exactement, c'est ce que j'avais mis dans le post. Mais en fait, et le fait d'avoir été premier après avoir été absent, bah, ça a fait ça a fait parler quand même. Ah ouais, et puis ça fait du bien aux équipes, tout le monde Ouais. est fier, ça rejaillit sur la boîte, quoi. Et c'est hyper intéressant parce que ce qui était mis en avant, c'était le fait que bah, pendant ce laps de temps, ce qui avait été mis en avant par les collaborateurs qui avaient été interviewés, bah, c'était aussi le fait que on les associe maintenant à la stratégie des décisions de l'entreprise. Comment ils veulent demain être formés, comment ils veulent être recrutés, comment ils veulent être accueillis dans les agences, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir comme mobilier. Enfin, tu vois, on les avait associés à plein de choses sur la stratégie. Je vois que ta patte, c'est très collaboratif, collaboration à fond. Tu as aussi une patte qui est très innovation. Tu fais aussi beaucoup de salons, beaucoup de veilles. Comment tu t'organises dans l'année pour te dire, OK, quels sont les événements que je spot, quelles sont les choses que je veux pas louper? Parce que tu es quelqu'un qui aime bien avoir un œil un petit peu sur ce qui se passe, qui est sous le radar. Ouais, je pense que c'est aujourd'hui dans notre métier, que ce soit le recrutement, la formation, enfin bref, dans le métier de ressources humaines, je pense qu'il faut savoir se tenir au courant de tout. Et ça, c'est hyper important. Alors moi, j'ai de la chance, c'est que d'abord, je fais du mentorat au LabRH, et donc ça me permet de voir pas mal de pépites qui naissent en fait, et que je peux accompagner à modeste niveau, mais en tout cas avoir, tu vois, du matos. Et puis derrière, l'écosystème fait qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp, plein de choses comme ça, où tu discutes, t'échanges, et puis tu t'échanges des tips sur, bah tiens, va à cet endroit-là, va ici, va là. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se partage un peu aussi les trucs. Et puis on se fait des feedbacks les uns avec les autres en disant, bah celui-là, il est plutôt bon. Tiens, j'ai vu ça à celui-là, moi je peux pas aller, va à celui-là. Et on arrive à comme ça un peu Avoir un essayer de maillage mailler, ouais. assez fin. Ouais. Et c'est quoi les événements coup de cœur que tu recommandes? Tu Alors moi, parlais tout j'aime à l'heure de beaucoup Youspring Anish, tout à ouais. l'heure. Anish Anish, est ouais. très bien. Qui est encore assez peu connu, je suis surprise. Ouais. Je pense que c'est parce qu'il est assez international. Et en France, on est un peu... Oui, très très, très chauvin. Alors c'est Anish, du coup, ce qui se déroule aussi porte de Versailles, mais Ouais, qui est très anglo-saxon, hein, à la base. exactement. Ouais. J'aime bien la dernière mouture, là, effectivement, la ShareTech. Parce que bah, ça a mis un petit coup de punch, effectivement, au principe du salon. Après, moi, ce que je reproche souvent au salon, c'est un peu comme quand tu vas dans un marché. Oui, c'est Moi, j'aime, l'agriculture des stades. ouais, Oui, mais oui, j'aime tout à bien, fait. moi, tu vois, que les fruits et légumes, ils sont ensemble. Donc, tu vois, t'as tes tomates avec tes tomates, tu sais où tu vas, en fait. Et souvent, dans les salons, tu vas avoir, je sais pas moi, des solutions de coaching, et puis en face, tu vas avoir un ATS, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, t'as du mal à Et te, puis tu peux être submergé, il y a énormément ouais, de à quantité, c'est pas t'orienter. toujours facile. Après, les conférences sont hyper intéressantes, donc c'est ça ce qui est cool. Donc, ouais, il y a celui-là. Il y a le congrès RH qui est pas mal, mais notamment sur le côté partenaire, dans le sens où tu as les tables où tu peux échanger avec des gens voilà, qui ont mis en place des choses, qui ont des visions. Voilà, il y a Uspring qui est bien aussi. Euh, je pense que quand même, on a une belle qualité d'événements. Oui, on est gâtés. Ouais, On est honnêtement, gâtés. ouais. On est même un peu submergé, il y en a beaucoup. On peut Ouais, ne pas s'ennuyer, quoi. c'est vrai. Ah bah, je pense que si je répondais à toutes les matinales, je pense que 365 jours de l'année, je pourrais être en... C'est possible. On a un écosystème très créatif et inventif. Et du coup, Jonathan, j'arrive un peu sur la partie plus personnelle de ce podcast. Donc, on le voit, t'es hyper actif quand même. Mm. Comment tu fais justement pour t'organiser, pas être submergé par ton boulot? Tu t'es mis des règles, je sais pas, de productivité, bosser entre telle heure et telle heure, pas de mail après telle heure Non, pas du tout. Non, Je c'est suis un très très mauvais élève anarchique. là-dessus. Ouais. Et je bosse beaucoup la nuit, Ah parce que oui? j'adore ça. C'est quoi tes créneaux? Tu te dis ça peut être... C'est variable, mais souvent, après avoir regardé quelques séries, je bosse de minuit à 3 heures
Attention, je ne recommande pas. Et en plus, en général, je schedule les mails pour que tout parte le matin. Moi aussi, pareil. Au Sinon, moins, c'est horrible voilà, pour tes équipes. c'est ça. Donc je mets toujours la petite phrase, ne réponds pas à Oui. Stacy. Mais effectivement, j'aime bien bosser la nuit là-dessus parce que je trouve que T'es c'est au calme, calme, c'est pas posé. d'interruption. Voilà. J'ai la chance de faire beaucoup de motos. Et donc, du coup, je fais beaucoup de réunions en moto. Attends, il faut que tu m'expliques. Des réunions en moto. Ouais. Quand tu roules. Ouais. Tu fais comment? T'arrives à parler et te concentrer en même temps? Ouais. Ouais, bah je roule pas à 200 non plus, donc ça. Ok. Mais ouais. Bah, en plus, dans Paris, c'est un peu. Oui, Donc, plus à ouais. 30 que. Ouais, donc je fais pas mal de comme ça. Et puis après, je pense que je suis surtout bien entouré. Enfin, faut être honnête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que quand tu as mis en place des stratégies ou que tu as mis en place une organisation correcte, bah il faut savoir s'appuyer sur les forces. Moi, je suis pas omnipotent, donc je pense T'as que une routine qui dans est bien. chaque équipe, tu as les forces de chaque équipe et il faut tirer le meilleur de tous. Donc ouais, en général, je m'appuie aussi beaucoup sur les gens. Et du coup, dernière question, quelles sont tes sources un peu d'inspiration? Tu parlais de séries, t'as des coups de cœur à nous partager? Des séries. Alors, ça peut être expo, livre. Tu vois, mais ce qui est assez drôle, tu vois, et c'est pas parce que c'est toi qui fais le podcast, mais j'adore pour le coup Cocoré parce que c'est vraiment le. Attends. Cet épisode n'est pas sponsorisé, je Non, non, précise, d'accord. attention. Non, mais je trouve que la logique du Netflix, elle est hyper marrante. Du coup, moi, je trouve que les séries, ça te permet de bien ancrer le truc et vous avez cette thématique qui est assez drôle. Vous avez d'autres choses, je sais, mais en tout cas, ce truc-là était intéressant et je suis pas client Cocoré, je précise. Tu me mets à l'aise. Mais je trouve que en série, je pense c'est un peu comme finalement aujourd'hui quand tu vas dans un magasin de bricolage ou n'importe. Moi, j'ai un problème du choix, c'est-à-dire que tu vois, genre pourquoi cette table en bois, elle est vachement bien avec ce mur blanc et finalement, est-ce qu'une table bleue irait pas mieux avec un mur jaune, tu vois? Et je trouve qu'il y a tellement de combinaisons possibles aujourd'hui que c'est dur de te dire en fait, c'est cette série qui est dingue et cette série, elle est pas. Alors, je regarde, des fois, je passe même du temps à juste scroller la nuit le catalogue et je me fais des sessions, en fait, pendant 1 heure, 2 heures et je note, tu vois, parce que, tu sais, t'arrives toujours à la fin où t'as fini une série, tu regardes le truc et tu dis, bon, je vais en recommencer une autre et là, tu scrolles. Ouais, Il y a 2 heures qui sont passées et tu te dis, merde, j'ai pas regardé de série encore. Donc, je fais des sessions de scrollage pour savoir. ce que tu gardes pas, Ouais, qui sont j'ai une checklist. Mais les séries que je kiffe. Alors moi j'aime beaucoup les séries où on se torture la tête, tu vois, genre Dark, où t'as du passé, présent, monde parallèle, futur. J'adore deviner la fin des trucs, donc un peu thriller. ouais, j'aime les séries psycho et j'aime celles où je suis surpris, où genre je m'attendais pas, tu vois, à des bons cliffhangers et que tu t'attendais pas au truc. Donc ouais, il y a ça. J'aime beaucoup les séries aussi. Forcément, un peu les classiques, hein, mais les trucs type Heroic Fantasy, tous les Witcher, Game of Thrones. Donc plutôt science-fiction. Ouais, à fond. Ok. Ouais. Mandalorian. Je suis pas un mec hyper, tu vois. Même si je suis pragmatique dans le taf, je suis pas quelqu'un de ancré dans la terre pour l'imagination. Bien les mondes imaginaires. Ouais, j'adore ça. Matrix. Ah ouais, Old évidemment. School. Bah, c'est la base. On est d'accord, ok. Bon, je note Dark, que je ne connaissais pas. Ah, elle est géniale. C'est vrai? Ouais, il faut s'accrocher. Hein. Ok. Non, mais je note. Je suis très série, tu sais, donc ça me parle. Je note ta reco. D'autres références à nous glisser ou... En série ou en film tu vois, en film, par exemple, Tenet, j'ai adoré Tenet. Ouais. Ça aussi, j'ai pas vu. C'est le même délire que, tu vois, ce truc de passé, présent. Tu vois, tous ces films qui sont hyper... Après, il y en a tellement. Enfin, moi, je suis Mais Tenet, très bonne ref. C'était Nolan, non? Christopher Nolan, c'est ça? Ok. Moi, je me gave de ciné, de docu, trucs comme ça. J'adore ça. Bon, après, en même temps, maintenant, comme j'ai 2 filles, j'ai un peu moins le temps, mais... Ça bouffe un peu de bande passante. Je sais pas quel âge elles ont, mais oui, ça peut prendre un peu de temps. 4 et 6. Ah ouais, donc t'es encore dans le dur. Ouais. T'es pas non plus là, lâcher prise et dire à tout à l'heure. Quoi. Non. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton super témoignage. On s'est plongé dans le monde du recrutement. Moi, je retiens de toi ton côté défricheur. Je suis impressionnée par ton parcours, 10 ans dans la restauration. Alors, je trouve que c'est vraiment un milieu qui est tough. Le fait que tu aies bossé à côté au cours Florent, repris tes études de psycho,
quand même, quoi, il en faut, quoi. C'est waouh, quoi. Gentil. Et puis là, aujourd'hui, tu as élargi et tu as un poste vraiment directeur de développement des ressources humaines avec du coup un périmètre qui est ultra large, en fait. T'es pas que learning, t'as en plus pas mal de casquettes, marque employeur, outils. C'est vraiment impressionnant. Et tu t'attaques à un beau défi, parce que tu le disais, le monde du travail temporaire, c'est un monde qui est en ce moment beaucoup chamboulé et qui doit être dépoussiéré, quoi. Ouais, dépoussiéré, et puis c'est clair, avoir une vision différente, effectivement, et arriver à faire changer la vision des gens dessus. Un grand merci à toi pour ton témoignage. Merci à très beaucoup. bientôt. Merci pour l'accueil. Bye.